Salut! Dans cette série de vidéos, parce que c'est une nouvelle série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer comment marche la science un petit peu, à savoir en fait, je vais essayer de répondre à des questions que vous ne vous étiez pas posées. Et la première de ces vidéos, ça va être sur l'interaction protéine-protéine. Peut-être vous avez déjà entendu quelque chose comme telle protéine interagit avec telle autre, ou telle molécule interagit avec telle autre, mais est-ce que vous avez vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire ? Et honnêtement, je pense pas, parce que c'est ce qu'on appelle l'expérimentation scientifique, la science expérimentale, et donc en fait, si vous savez pas qu'est-ce qu'on réalise, qu'est-ce qu'on fait en laboratoire, vous ne pourrez pas comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue réel, d'un point de vue scientifique, une interaction entre deux molécules. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer la première des interactions, à savoir l'interaction protéine-protéine. Déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce qu'on entend par interaction protéine-protéine. Assez simplement, en fait, ce qu'on entend par interaction, c'est deux protéines qui vont rentrer en contact toutes les deux. Donc elles vont se toucher en quelque sorte. Et c'est là que le bas blesse, c'est là qu'est le problème majeur en fait de la science, c'est qu'on n'a pas de caméra assez petite pour filmer ça. Donc ce qu'on va utiliser en science, ce sont des expériences qui vont être dites in vitro, in cellulo, je vous expliquerai tous ces termes, ou in vivo. Toutes ces expériences vont permettre d'arriver à la conclusion finale qu'une protéine interagit avec telle autre protéine. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas deux personnes dans la rue qui se serrent la main, ça on le voit. Donc on va dire que ces deux personnes ont interagi. Là c'est vraiment quelque chose qui est... Vraiment que vous compreniez que c'est à des échelles tellement microscopiques qu'on ne peut pas les voir. La première des méthodes qu'on a mis en place pour comprendre un petit peu les interactions protéine-protéine, c'est ce qu'on appelle la co-immunoprécipitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce terme ? Ce terme, ça veut dire qu'on va essayer de précipiter une molécule, celle qu'on veut étudier par exemple, et on va essayer de la co-précipiter, donc précipiter d'autres choses avec, à savoir ses interacteurs, donc les autres molécules qui vont interagir avec elle. Pourquoi on peut faire ça ? Parce que les interactions entre protéines, ou les interactions entre molécules plus généralement, c'est pas des interactions du type on se touche, c'est des interactions du type on va se toucher, mais on va rester collé par ce qu'on appelle des forces d'interaction. Et ces forces d'interaction vont permettre de co-précipiter deux molécules ensemble. Et pour ça, on va utiliser une troisième molécule, qu'on appelle un anticorps. C'est exactement la même chose que dans votre système immunitaire, ce qui est synthétisé par vos globules blancs. Donc un anticorps, ça va être une molécule qui va reconnaître une autre molécule. Donc qui va pouvoir aller pêcher spécifiquement en quelque sorte cette molécule. Encore une fois, là, c'est pas du tout visuel parce que vous savez pas du tout. On peut pas voir ce que c'est une interaction protéine-protéine, même si on immunoprécipite. Donc, si on utilise un anticorps pour précipiter une protéine, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire non plus. Parce qu'on voit pas ça. On ne peut pas le filmer, on ne peut pas le regarder avec nos yeux ni quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est une autre méthode pour ce qu'on va appeler révéler l'expérience, pour révéler le résultat de l'expérience. Il y en a plusieurs qui sont plus ou moins compliquées. Je vais essayer de passer par plusieurs d'entre elles. Donc une fois qu'on a nos molécules immunoprécipitées ou précipitées isolées, eh bien on va utiliser le Western blot. Alors le Western blot, on commence par séparer les protéines obtenues par la précipitation en fonction de leur taille sur un gel. Et une fois qu'on aura séparé les protéines, on va transférer ces protéines sur ce qu'on appelle une membrane. Sur cette membrane, on va fixer les protéines qu'il y a sur le gel. Alors comment on fait ? C'est simple, on prend notre gel, on prend la membrane, on les colle ensemble, on fait passer un courant électrique. Le courant électrique va faire en sorte que les protéines vont passer du gel à la membrane. Elles vont se fixer dessus. Il y a plein de détails techniques dans lesquels je ne rentrerai pas parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Une fois qu'on aura ces molécules fixées sur la membrane, on va réaliser ce qu'on appelle un immunoblot. On va utiliser un anticorps qui va reconnaître une protéine. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les anticorps, ça va reconnaître certains motifs, certaines molécules particulières dans notre organisme. Et bien, on va utiliser ces anticorps-là pour aller reconnaître la protéine qu'on veut étudier. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une solution, on prend notre membrane, on fait une solution avec l'anticorps, et puis on va le mettre sur la membrane. Donc, l'anticorps va réagir avec la protéine si elle est sur la membrane. Et une fois qu'on fait ça, on ne la voit toujours pas. Alors, c'est encore un autre moyen qu'il faut utiliser pour voir la molécule. Et ça, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un anticorps secondaire. Donc le premier anticorps, c'est ce qu'on appelle un anticorps primaire, c'est-à-dire celui qui va reconnaître directement notre cible, ce qu'on veut étudier. Et le deuxième anticorps, c'est un anticorps secondaire, qui lui va reconnaître le premier anticorps. Et ça,
c'est ce qu'on utilise le plus. Pourquoi? Parce que ce second anticorps, il va avoir une particularité. On va dire qu'il est couplé à un système de détection. Un système de détection, grosso modo, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir voir cet anticorps. Donc il y a plusieurs méthodes. Ça peut être des molécules fluorescentes, ça peut être des enzymes, et la plus commune de tous, c'est ce qu'on appelle une peroxydase. Donc une peroxydase, c'est une enzyme qui va réagir en présence d'un autre élément qu'on va rajouter. Et puis quand ces deux éléments vont être présents au même endroit, eh bien ça va émettre de la lumière, des photons. Donc une fois qu'on va émettre des photons, là cette fois on va pouvoir l'observer. On va pas l'observer nous avec nos yeux, parce que c'est très très faible la plupart du temps. Par contre la plupart du temps ce qu'on va utiliser, dans l'ancien temps en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle des films photographiques. Donc des films photographiques, c'est un film comme dans un vieil appareil photo. Donc on va poser notre membrane sur le signal, puis s'il y a un signal, on va voir une bande noire apparaître. C'est-à-dire la bande noire, ça va être là où les photons auront interagi avec la membrane, avec le film photographique. Maintenant, on utilise des caméras qui vont filmer ça pour nous, et du coup, on n'a pas besoin d'utiliser des films. C'est un peu moins sensible la plupart du temps. Par contre, c'est beaucoup plus facile à utiliser, et puis ça fait beaucoup moins de papier à se trimballer. Bon, l'histoire de la fluorescence, on l'utilise pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les molécules valent extrêmement cher comparé à la peroxydase. Du coup, pour l'instant, on préfère encore utiliser la peroxydase. Le coût en fait d'une expérience est très influent sur pourquoi on choisit celle-là plutôt qu'une autre. Donc cette première méthode, vous en doutez bien, ça ne s'applique pas dans tous les cas de figure. Ça s'applique quand on veut étudier l'interaction entre deux protéines dans une cellule, par exemple, et qu'on connaît déjà les interacteurs, donc les partenaires. Si on ne connaît pas les interacteurs, on va utiliser d'autres méthodes, comme par exemple la spectrométrie de masse. On peut broyer des cellules, les envoyer en spectrométrie de masse, et on va regarder toutes les protéines qui sont contenues dans ces cellules. Bon, là ce que je viens de dire, quelqu'un qui fait de la spectrométrie de masse, il va faire « Ah mon Dieu !» Mais c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est. On va séparer les protéines, ou les molécules plus généralement, en fonction de leur masse. Et pourquoi on fait ça? C'est pour décomplexifier et pour identifier ces molécules. Et pourquoi on peut faire ça? Comme je vous ai dit, les protéines, ça peut être très long. Donc la quantité d'atomes qu'il y a dedans, c'est ça qui va représenter sa masse. Et on va pouvoir identifier, séparer chacune d'entre elles. On va donc immunoprécipiter encore une fois notre cible, coprécipiter notre cible. Et on va observer tous ses partenaires. Donc on va observer toutes les molécules avec lesquelles elles vont interagir. Et donc ça, on peut le faire par spectrométrie de masse parce qu'on a la bioinformatique qui nous permet d'identifier un très grand nombre de molécules. Parce qu'on ne le fait pas à la main, parce que ça prendrait énormément de temps. Donc ces deux expériences, si je vous dis, est-ce que vous avez démontré qu'une protéine interagit avec une autre protéine? Bien en fait, non, vous ne l'avez pas fait du tout. Si vous utilisez ces méthodes, c'est juste pour essayer d'étudier certains phénomènes dans des circonstances très particulières. Donc ce qu'on va appeler une méthode qui serait in cellulo, c'est quand même assez proche de la réalité, mais ça veut dire que c'est des milieux très complexes, c'est-à-dire, vous doutez bien qu'une molécule, elle n'est pas totalement isolée. Une cellule, c'est quelque chose d'extrêmement dense en molécules, de toutes sortes, des lipides, des sucres, des protéines, des acides nucléiques, etc., des ions. Vous avez énormément de choses au même endroit, donc tout interagit un petit peu avec son voisin. Et ça pose problème pour ce genre d'expérience, à savoir la non-spécificité de l'expérience. C'est-à-dire que si on observe un résultat avec ce genre de technique, ça ne veut pas dire que deux molécules vont interagir ensemble. Ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, ces deux molécules peuvent interagir ensemble. Elles peuvent être dans un énorme complexe, par exemple. Imaginons un très gros complexe de protéines, avec une protéine à un bout de ce complexe, et une autre protéine à l'autre bout de ce complexe. Par ces méthodes, vous allez pouvoir les voir, mais elles n'interagissent pas ensemble. À quoi ça sert de faire ces choses-là? Eh bien, ça sert justement à essayer de comprendre dans un contexte in cellulo comment ça se passe. C'est un indice. On utilise des expériences pour avoir des indices sur comment ça se passe. On n'aura jamais, comme je vous ai dit, un film de ce qui se passe. Donc on va utiliser d'autres méthodes pour essayer de confirmer le fait que ce qu'on regarde, c'est bien une interaction entre deux protéines. Donc pour vraiment voir si deux molécules interagissent ensemble, on ne peut pas le faire dans un contexte qui est vraiment cellulaire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que, comme je vous l'ai dit, les cellules sont des milieux très complexes. Et vous, moi aussi, un être vivant, je vous
imaginez même pas à quel point c'est complexe. C'est tellement complexe qu'on ne pourra jamais avoir une réponse oui, non. Est-ce que ça interagit, est-ce que ça interagit pas. Pour ça, on va utiliser d'autres méthodes, des méthodes qu'on va dire in vitro. Donc là, on était dans in cellulo, on va passer dans le in vitro. In vitro, c'est dans un tube à essai. C'est-à-dire qu'on va essayer de purifier au maximum les molécules qu'on veut observer. Et une fois qu'on aura ces produits purs, on va faire des expériences dessus pour savoir si elles interagissent toutes les deux dans un tube à essai. Donc ex vivo, à l'extérieur du vivant. Une des façons les plus simples de faire ce qu'on appelle le pull down. Pull down, c'est assez simple, c'est on va fixer une de nos protéines à, par exemple, à un support solide comme une bille, et une fois qu'elle sera fixée dessus, on va faire passer par exemple un mélange complexe, ou alors un mélange très simple, une autre molécule, celle dont on veut déterminer si ces deux molécules interagissent ensemble. Une fois qu'on les aura fait passer dessus, on va récupérer tout ce qui s'est accroché sur les billes, accroché sur les protéines donc, et on va les révéler encore une fois par les mêmes méthodes que précédemment. Donc là ici ce sera sûrement par Western blot parce que c'est beaucoup plus facile et que ça coûte beaucoup moins cher et que ça sert à rien d'avoir de la spectrométrie de masse. Si on voit apparaître une bande sur notre gel, ça voudra dire que cette protéine interagit avec la protéine qui était sur les billes, et si on ne voit pas apparaître de bande, on ne verra pas l'interaction, donc on pourra dire qu'il n'y a pas d'interaction directe entre ces deux molécules. Voilà, encore il y a plein de méthodes pour arriver à regarder une interaction entre deux molécules dans un tube à essai, tel que je viens de vous dire, donc par Western blot c'est la plus simple. Avec d'autres appareils c'est beaucoup mieux, et on peut utiliser par exemple la chaleur ou la conductivité d'un mélange, ou alors le rayonnement magnétique nucléaire, donc la RMN, pour essayer de voir si des molécules interagissent ensemble. Donc il y a plein de méthodes pour arriver à nos fins, et encore là, une fois, c'est rétro-scientifique de déterminer laquelle est la plus adaptée pour avoir la réponse à sa question. Alors là, comme je vous l'ai dit, il y a un problème majeur qui se pose, c'est que ce qu'on vient d'observer, c'est une interaction protéine-protéine dans un tube à essai. Or, dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Imaginons que vous observez une interaction entre deux protéines dans un tube à essai, mais que dans la vraie vie, dans la nature, dans mon corps par exemple, ces deux molécules ne se retrouvent jamais au même endroit. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on a observé, c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces en laboratoire. Donc on n'a aucune idée vraiment de est-ce que ça se passe dans la vraie vie ou pas. Et ça, c'est encore problématique parce qu'on a déterminé qu'elles étaient potentiellement, elles interagissaient ensemble parce qu'on les a immunoprécipitées toutes les deux, ou dans un tube à essai, elles arrivent à interagir ensemble. Donc c'est des indices pour dire potentiellement, elles interagissent ensemble. Cette question découle du fait que la vie est complexe. Je dirais même putain de complexe. Donc si on veut avoir une idée de l'interaction, on va faire des expériences in vitro. Donc là, on saura si deux molécules peuvent interagir ensemble, mais on ne pourra pas dire que les molécules interagissent ensemble. Ensuite, on va regarder in cellulo, ou par immunoprécipitation, et là, on pourra dire que des molécules co-précipitent ensemble, c'est-à-dire qu'elles sont au minima dans un complexe, donc elles sont quand même assez proches, mais c'est pas encore est-ce qu'il y a une interaction entre ces molécules. Donc là, on va devoir utiliser d'autres méthodes. On peut réaliser ce qu'on appelle de l'immunofluorescence ou de la fluorescence dans un contexte qu'on va dire in vivo. Pour certains, ce sera plus in cellulo. Moi, je préfère le terme in cellulo personnellement. Parce que j'étudie des cellules. On va fixer les cellules. Fixer les cellules, ça veut dire les congeler, les bloquer dans un état. Puis une fois qu'elles seront bloquées, on va pouvoir les manipuler pour étudier des signaux, et notamment en fluorescence. Ou alors, carrément, quand elles vont être vivantes, on va aller regarder des interactions entre molécules, mais des molécules qui vont être fluorescentes. Donc l'immunofluorescence, c'est exactement la même chose que pour le Western blot. On va utiliser un anticorps primaire qui va être dirigé contre une molécule d'intérêt. Un autre anticorps primaire qui va être dirigé contre la deuxième molécule d'intérêt. Donc si on veut savoir si ces deux protéines interagissent, on va avoir deux anticorps différents. Et ces anticorps, on va les révéler, mais les révéler cette fois avec des anticorps secondaires qui vont être un petit peu spéciaux, qui vont être des anticorps fluorescents. Fluorescents, c'est-à-dire qu'ils vont être couplés à un fluorophore. C'est une molécule, quand on va lui envoyer de la lumière dessus, elle va en émettre en retour. Elle va émettre une lumière très particulière, c'est-à-dire une lumière d'une couleur précise. Ça peut être du rouge, du bleu, du vert, etc. etc. Donc, avec un microscope spécial, ce qu'on va faire, c'est on va capter les signaux émis uniquement par ces molécules fluorescentes. Donc ça, c'est des microscopes qui valent très cher et qui sont des microscopes à fluorescence, donc
Ce qui est cool avec cette technique d'immunofluorescence, c'est que ça fait des images super belles. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir voir des choses absolument fabuleuses comme le cytosquelette. Le cytosquelette, c'est le squelette d'une cellule. Donc on va voir des fibres partout dans la cellule ou des localisations très précises. Mais par cette méthode, on va pouvoir donc colocaliser des protéines. Donc là, on ne saura pas encore une fois si elles interagissent ensemble, mais on sera en mesure de dire est-ce qu'elles sont dans le même endroit de la cellule. Donc physiologiquement, est-ce qu'elles peuvent interagir ensemble parce qu'elles sont au même endroit à un moment. Okay. Donc au final, une fois qu'on aura par exemple fait des essais de pull-down in vitro, de la coprécipitation ainsi que de l'immunofluorescence, on sera en mesure de savoir que ces protéines peuvent interagir ensemble grâce au pull-down. On peut aussi savoir qu'elles immunoprécipitent ensemble, c'est-à-dire qu'elles sont potentiellement dans un complexe. Et on sait également que dans une cellule vivante ou dans une cellule fixée, eh bien, ces deux molécules colocalisent. Et donc ces trois indices, ça va permettre de dire que deux protéines interagissent ensemble. Donc on ne les aura pas filmées, mais on aura fait toute une série de manipulations pour essayer de montrer que ces deux protéines vont interagir ensemble. L'hypothèse sera raisonnable et tout le monde acceptera le fait que ces deux protéines interagissent ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager au maximum cette vidéo si vous voulez faire connaître la chaîne, si vous pensez que ça vous a appris quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément posé la question initialement. Et je vous dis à la prochaine et à bientôt.